David Nègre, une histoire d'emprise néo-nazie, épisode 1. Fais ce que tu voudras. L'occultiste britannique Aleister Crowley avait érigé cette phrase de Rabelais au rang de précepte. Un siècle plus tard, un homme semble l'avoir reprise à son compte au mépris de ceux qui ont croisé sa route. Au début des années 2010, David Nègre a placé sous son influence une dizaine de personnes en créant l'église du Wotan, un mouvement néo-nazi. Le quinquagénaire animait des blogs dans lesquels il se disait spécialiste de la mythologie nordique et de l'occultisme. David se décrivait comme un Gothi, un prêtre païen dans la mythologie scandinave. Entre deux réflexions, ces sites véhiculaient aussi des idées suprémacistes et racistes. Séduits par sa verve, certains lecteurs ont souhaité bénéficier de son enseignement. Leur profil, des jeunes malmenés par la vie ou en quête de sens. Très vite, David a régné sur une micro-communauté imposant des rituels malsains. Dans sa folie mégalomane, il a entraîné sa femme et ses enfants. Après avoir vécu un calvaire, 4 de ses anciens jeunes disciples ont porté plainte contre lui. S'en sont suivis 2 procès. Dans le dernier épisode, maître Valérie Blanchard, avocate spécialiste des mouvements sectaires et présidente du Centre de cartographie et d'études des croyances, prendra la parole. Qu'est-ce qu'un mouvement sectaire et comment s'en sortir? Nous en parlerons avec cette spécialiste. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. « 14 janvier 2018. Malgré un air glacial, un doux soleil éclaire la petite commune de Savigny-lès-Vescot dans la Vienne. Le village de 1200 âmes est connu pour son château. Le lieu-dit La Touche se niche au cœur d'un bois, tout au bout d'une longue allée ombragée. Gardé par un portail en fer forgé, cet écrin de verdure est situé à quelques kilomètres de Poitiers et du Futuroscope. Dans le parc de plusieurs hectares qui entoure le château de La Touche, des chevreuils se montrent parfois aux premières lueurs du jour et au crépuscule. Depuis la construction du château, au XVe siècle, d'autres bâtiments ont été édifiés. L'ensemble forme aujourd'hui un grand carré. Des tourelles aux allures de pigeonnier se dressent aux angles sud. Sur le flanc ouest, une chapelle fait face à l'élégant carrousel qui offre un peu d'ombre au milieu du gazon. Dans le lieu de culte, une statue de Jésus surplombe un autel orné de feuilles d'or. Les 630 mètres carrés habitables du château ne sont pas tous exploités. L'ensemble mériterait des travaux, mais au rez-de-chaussée, les grandes pièces équipées de cheminées sont bourrées de charme. À l'étage, avec leurs poutres apparentes au plafond et leur salle de bain attenante, les 7 chambres ne sont pas en reste. D'ordinaire, le château de La Touche respire le calme et la sérénité. Mais en ce jour d'hiver, des éclats de voix résonnent dans le bâtiment principal. Des bruits sourds retentissent. Quelqu'un donne des coups. Au château, une rixe a éclaté. Sur le sol de la vaste salle à manger, un jeune homme est roulé en boule. Il tente mollement de se protéger le visage. Au-dessus de lui, un autre garçon, à peu près du même âge, s'acharne contre lui. Le premier s'appelle Léo, l'autre Thomas. Un troisième homme plus âgé intervient. Il tire Thomas en arrière et le repousse à quelques mètres. Mais il ne s'inquiète pas pour autant du sort de Léo. Cet homme, c'est David Nègre. Il est grand, chauve, sûr de lui. Il en impose. D'un ton ferme, il dit à Thomas d'aller préparer ses affaires et de prévenir Marie et Claire, les 2 femmes qui vivent ici avec eux. Léo est encore groggy. Comme plongé dans le brouillard, il entend qu'on s'affaire à l'étage. Des pas résonnent maintenant dans l'escalier et dans la cour. Puis, un bruit de moteur déchire le silence. Un véhicule s'engouffre précipitamment dans l'allée de La Touche et passe le portail en fer forgé. David, Thomas, Marie et Claire viennent de quitter les lieux au volant de la voiture de Léo. Entre eux, tout avait pourtant bien commencé. Du moins, en apparence. Ils avaient emménagé au château de La Touche presque un an plus tôt, au printemps 2017. Mai 2017. Les nouveaux locataires du château de La Touche découvrent les lieux émerveillés. Sarah, la copine de Léo, est aussi de l'aventure. Ils ont la petite vingtaine et se sont rencontrés en 2015 par l'intermédiaire d'un homme, David Nègre. Léo venait de perdre son grand-père, il était très proche de lui.
Sa mort a été un choc pour le jeune homme. En surfant sur Internet, il est tombé sur le blog de David. Ça parlait mythologie nordique et sciences occultes. Léo a tout de suite adhéré. Il a lâché ses études de philo. Sarah aussi a découvert le blog de David et elle aussi a abandonné sa formation de Montessori pour se consacrer aux enseignements de David. C'est ainsi que les deux jeunes gens se sont croisés, aimés, et puis Sarah est tombée enceinte. La formation dispensée par David Nègre est longue et fastidieuse, mais elle va permettre à Léo et Sarah de décrocher un jour le statut de Goti et de Gudja. La Gudja, c'est l'équivalent du Goti, une prêtresse païenne. Le couple passe beaucoup de temps avec David. Et puis ce dernier a l'idée d'emménager avec ses élèves dans une grande bâtisse au début de l'année pour faciliter l'enseignement. David veut aussi monter une maison d'édition et un restaurant. 3 nouvelles personnes vont emménager avec eux au château. Marie, Claire et Thomas. Marie est la plus âgée. Elle a la quarantaine comme David. Les autres ont à peu près l'âge de Léo et de Sarah. Tous les 3 sont déjà prêtres et prêtresses. Ils sont là pour soutenir David dans son enseignement. Mais pendant les présentations, ils ont omis un détail. David connaît bien mieux les nouveaux arrivants qu'il ne le laisse penser. Oui, Marie est sa femme depuis 20 ans. Quant à Claire et Thomas, ils sont ses enfants. Une fois les voitures déchargées, le groupe investit les différentes chambres du premier étage. Enceinte, Sarah s'assied sur le lit. La jeune femme prend le temps d'observer les lieux. Elle est éblouie. Mais pourtant, quelque chose la chiffonne. Elle n'est pas sûre d'avoir pris la bonne décision en venant ici. Sarah trouve David versatile et inconstant. Il peut être bienveillant et rabaissant la minute suivante. Les semaines s'égrènent et donnent raison à Sarah. La jeune femme se sent de plus en plus exclue du groupe. Elle sent aussi que Léo lui échappe. David s'en prend souvent à lui et à Marie. Petite et menue, Marie ne répond pas quand il la dénigre. Elle-même peut parfois se montrer dure avec les autres pensionnaires. Léo, lui, s'efface. Derrière la haute enceinte du château, les rapports s'enveniment. À l'été 2017, une amie de Sarah vient passer quelques jours au château. La jeune femme se confie à elle. Elle est inquiète et ne supporte plus le comportement de David avec le père de son futur enfant. Surtout que Léo fait beaucoup pour le groupe. En plus de payer le loyer du château, c'est le seul à sortir pour faire les courses. Sarah se sent fatiguée par sa grossesse et par cette vie vraiment recluse. Ses parents, son frère et son village auvergnat lui manquent, mais elle reste pour Léo. Elle ne veut pas le laisser seul. Elle aimerait qu'il prenne conscience de la manipulation dont il est victime. Nègre l'a peut-être aidé et rassuré quand son grand-père est mort, mais son comportement n'est plus le même. Comment Léo peut-il être à ce point dans le déni ? David profite de sa confiance et de son argent. Sarah voit bien que ses arguments n'ont aucune prise sur son compagnon. Elle se fait de plus en plus pressante. Ils doivent quitter le groupe et ce château. David Nègre a remarqué son manège. Il met le jeune homme en garde. Sarah prend trop de place, il devrait se méfier. Ce serait dommage de mettre sa formation en péril. Cette femme représente un danger pour lui. Tiraillé, Léo choisit le camp de son père spirituel. Par une journée d'automne, il demande à Sarah de quitter le château. Enceinte de 8 mois, déboussolée, elle obtempère. La jeune femme se rend immédiatement à la gendarmerie la plus proche, située à Chauvigny, à quelques kilomètres de la commune. Là, elle raconte son éviction et les mois qui l'ont précédée. Après sa déposition, Sarah appelle ses parents. Elle vit son dernier mois de grossesse en Auvergne, en leur compagnie. À Chauvigny, les gendarmes prennent bonne note des déclarations de la jeune femme. Pourtant, l'affaire en reste là, jusqu'à ce jour de janvier 2018. Revenons donc à ce moment où Léo est par terre, il vient d'être battu. Les autres occupants sont partis avec sa voiture. Il est sonné. Sans véhicule, il est coincé ici. Il lui faut un certain temps pour retrouver ses esprits. La scène qu'il vient de vivre a été violente. Remis sur pied, Léo se rend à la gendarmerie. Il veut porter plainte. Dans sa déposition, il affirme que David lui a soutiré de l'argent. Il n'a plus un sou en poche et ne souhaite pas rester à Savigny-lès-Vesco. Alerté, le maire est touché par la situation de ce jeune homme qu'il croisait parfois dans le village.
La municipalité lui achète un billet pour Paris et les gendarmes l'accompagnent à la gare. Dans les jours qui suivent, ces derniers alertent la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le dossier est transmis au commissariat de Poitiers. 8 mois plus tard, Léo porte plainte contre David Nègre une seconde fois. Cette fois-ci, à Paris. Ces accusations sont graves. Abus de faiblesse d'une personne en état de suggestion psychologique, violence volontaire aggravée et incitation à la consommation de stupéfiants. Le jeune homme détaille les mois passés au château. Il dit avoir vécu sous l'emprise de David. Isolé de ses proches, dans un état psychologique instable, Léo aurait cédé une grosse somme d'argent à son gourou, plus de 100 000 €. Cet argent, c'était l'héritage de son grand-père. Il aurait servi à payer le loyer et la nourriture au château de la Touche. La plainte de Léo arrive à Nanterre, dans les bureaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. L'OCRVP traite des atteintes aux personnes particulièrement complexes. Les dérives sectaires en font partie. Et une longue enquête commence. Elle va mettre au jour les agissements de ce David Nègre. David Nègre est actif sur Internet depuis 2009. Il tient des blogs, beaucoup de blogs. Ajouté à ses comptes sur les réseaux sociaux, l'homme est derrière une petite dizaine de pages Internet. Mais vous aurez du mal à y trouver son état civil. Car sur la toile, ce David n'existe pas. Il se prénomme Sir Schumul ou David Van Horn. Il publie de longs textes sur l'occultisme et la mythologie nordique dont il se dit spécialiste. Derrière ce vernis théorique alléchant, ses écrits sont en fait racistes, antisémites et clairement néo-nazis. Pour comprendre les théories de cet homme, il faut remonter le temps et l'histoire. Le courant occulte dont il se réclame a été créé par le controversé Aleister Crowley. Surnommé par la presse anglaise l'homme le plus malsain du monde, l'écrivain britannique a été l'une des grandes figures de l'occultisme en Occident au début du XXe siècle. Après la mort de son père, Crowley rejette la Bible et fait tout ce qui est interdit. Il révèle sa bisexualité, écrit des poèmes pornographiques et ne cache pas sa consommation d'héroïne et de cocaïne. Dans les années 1900, Aleister Crowley fonde une doctrine ésotérique baptisée Téléma. Elle est régie par le Livre de la Loi, un texte qu'il a entièrement rédigé. En 1920, il part en Sicile établir une communauté. Là, il loue une ferme et forme ses disciples à la loi de Thélème. Cet enseignement se dispense sur fond de consommation de drogue dure. Dans la communauté, on s'adonne aussi à la magie sexuelle. Beaucoup d'élèves défilent, tous veulent maîtriser la loi de Thélème. Mais l'aventure sicilienne tourne court. 3 ans plus tard, en 1923, un adepte meurt des suites d'une infection au foie. Son origine ? Le jeune homme aurait bu le sang d'un chat. Le dictateur Mussolini expulse Crowley du pays. Contraint de s'exiler, l'écrivain s'installe en Angleterre. Pour certains, son aura reste intacte. C'est le cas des Américains L. Ron Hubbard et Anton LaVey. Le premier fondera l'église de Scientologie, le second, l'église de Satan. Cette aura, David Nègre semble y être tout aussi sensible. Sur ses réseaux, le précepte « Fais ce que tu voudras » figure en tête de ses profils. Dans ses publications, celui qui s'est renommé Sir Schumul s'adresse presque systématiquement au radieux pays de Thélème. Il se consacre beaucoup au livre de la loi dont il détaille les subtilités dans des textes à rallonge, souvent difficiles à comprendre pour le profane. En avril 2023, il écrit « Bonjour, radieux pays de Thélème. Il est 9h27 et il n'y a pas de loi au-delà. Fais ce que tu veux. Une fête chaque jour sur vos cœurs dans la joie de mon ravissement. 2e chapitre du livre de la loi. #Téléma. » À l'image de l'univers de Crowley, le sexe et la drogue sont des thématiques récurrentes chez David. Dans des récits quasi pornographiques, il raconte ses expériences et ses fantasmes. Son vocabulaire est gras et misogyne. À l'occasion, il fait aussi l'apologie de la consommation de drogue, comme ici en 2019. Un être vraiment libre peut prendre de la cocaïne aussi simplement que des sels. Il n'y a du reste pas de meilleure façon de tester l'âme d'un homme que de considérer sa réaction aux drogues. S'il est simple, viril et sans peur,
tout ira bien pour lui. Il ne deviendra jamais esclave. S'il a peur, il est déjà esclave. Que tout le monde prenne de l'opium, du hashish et compagnie. Ceux qui risquent d'en abuser seront aussi bien morts. 2013, les tendances suprémacistes et racistes du gourou de l'Allier, comme le surnomme la presse, s'affirment au grand jour. Il lance un site internet dédié à l'église de Wotan. Le wotanisme est une mouvance raciste, antisémite et néo-nazie. Une idéologie qui a fait parler d'elle il y a peu. Écoutez cet extrait du journal du 13h de France 2 du 7 janvier 2021. Peau de bête et cornes sur la tête, image sidérante d'un manifestant pro-Trump qui détonne avec la solennité des lieux. Qui sont ceux qui ont forcé les portes du Congrès hier? Jack Angeli, 32 ans, est un fervent soutien de Donald Trump. Il est aussi l'une des figures du mouvement QAnon, mouvance conspirationniste persuadée que Donald Trump agit en secret pour détruire un supposé complot pédophile mondial. Sur son torse, ce tatouage de triangles entrelacés est aussi l'emblème d'un mouvement néo-nazi. Cet ancien acteur et chanteur a fait la une des médias en janvier 2021. Petit rappel encore, avec cet autre extrait du 13h de France 2, vous n'y avez certainement pas échappé. Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent. Le courant wotanisme s'inspire de la mythologie nordique. L'une de ses branches les plus suivies a été fondée aux États-Unis par l'écrivain David Lane dans les années 1990. Son but est clair, mener une révolution pour fonder une patrie blanche. En témoigne le texte sur la page d'accueil du site de l'église de Wotan. Nous sommes une communauté, unis par le même sang dans une même cause. Nous avons foi dans les dieux de notre peuple, comme nos ancêtres avant nous. Tout blanc peut nous rejoindre. Au-dessus de ces mots trône le marteau de Thor, un symbole sorti tout droit de la mythologie islandaise. Plus précisément de l'Edda, un texte rédigé au XIIIe siècle pour lequel David se passionne. Le reste du site consacré à l'église de Wotan est un guide pratique. Il présente les principes, les symboles ou encore le vocabulaire d'un bon wotaniste. Ne cherchez pas ce site sur le net, il a été fermé depuis. Du parcours personnel de David Nègre, on sait ce qu'il aime en raconter sur la toile. Né en Gironde, ce père de famille de 2 enfants n'a jamais travaillé. Celui qui dit avoir mené une existence de dandy et qui s'efforce d'être aussi inutile que possible, cite Charles Baudelaire pour justifier son oisiveté. Il n'existe que 3 êtres respectables. Le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer. Les autres hommes sont taillables ou corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce que l'on appelle des professions. Passionné de chasse à courre, David aime jouer au casino. Entre 2 textes racistes, il se vante de posséder plusieurs armes de poing dont il détaille les atouts dans l'un de ses blogs. Par le biais de ces sites, il entend dispenser un enseignement mythologique et spirituel. L'Edda et la loi de Thélème seraient de bons outils pour s'affranchir de l'asservissement imposé par la société. La logorée de cet homme séduit. Ses commentaires sur ses blogs attirent certains curieux. En 2012, un jeune homme le contacte. Clément a 20 ans, il est inséré dans la société et vit à Lyon où il suit des études de psychologie et il se passionne pour le style dandy. Clément est toujours tiré à 4 épingles. À terme, il aimerait ouvrir un cabinet de psychothérapie. Mais depuis quelque temps, il traverse une dépression. Clément ne sait plus quel sens donner à sa vie. Il a besoin de réponses. L'approche spirituelle que propose Sir Chumul l'attire et le réconforte. Après plusieurs échanges, les 2 hommes se rencontrent. Rendez-vous est donc pris à Vichy, dans la partie restaurant d'un hôtel de luxe. David n'habite pas là, mais le blogueur a toujours apprécié le faste. Il veut impressionner son interlocuteur. Son discours est bien rodé. Comme à chaque entrevue, l'homme affirme être un Gauthier. Il sait comment prendre l'ascendant et exploiter les failles de son prochain.
Il se montre attentif et à l'écoute. Il aimerait en savoir plus sur Clément et le questionne. Quel rapport entretient-il avec sa famille? Où en sont ses relations amoureuses? L'enseignement qu'il propose pourrait être bénéfique pour le jeune homme. Lui aussi pourrait devenir un Gothi. Mais David Nègre met en garde l'étudiant. La formation est longue et demande de l'abnégation. Avant d'atteindre le statut de prêtre païen, il devra apprendre pendant plus de 6 années. Malgré le long chemin à parcourir, Clément est séduit. Quand il fait la connaissance de Léo 3 ans plus tard, il a déjà fait les frais de l'influence de ce maître à penser. La formation imaginée par David pour décrocher le statut de prêtre païen suit 3 étapes bien distinctes. Toutes sont régies par des rites initiatiques. D'abord, l'élève doit s'investir dans l'étude de l'Edda pendant 3 mois. S'il réussit l'examen qui clôt cette période, il validera le grade d'étudiant des choses anciennes. Pendant 1 an, il devra ensuite verbaliser sa repentance et ses rêves dans un registre. Ce rite s'appelle le Oud. Enfin, il devra attendre encore 5 longues années avant d'atteindre le statut de Gothi. Ne devient pas prêtre païen qui veut. En 2015, Clément a obtenu le premier statut. Le voilà étudiant des choses anciennes. Entre-temps, il a abandonné ses études sous la pression de son mentor. « Si tu deviens psychologue, tu ne seras plus mon élève », lui a dit David. L'étudiant met donc un terme à son cursus universitaire. Il est fasciné par ce nouveau maître à penser. Clément ne jure que par lui. Pendant sa formation, il apprend la toxicité des personnes qui vivent hors du groupe. Entretenir des relations avec elles est interdit. Clément se coupe donc progressivement des siens et de sa famille. Inquiet, ses parents le trouvent changé. Il était devenu irrespectueux, grossier, voire agressif, dira son père. Sir Schummel a bien conscience de l'emprise qu'il a sur son élève. Il ne se prive pas de dénigrer sa famille. Son père est un homme mauvais. Maintenant, il peut considérer que son vrai père, c'est lui, David. En 2013, une nouvelle phase d'apprentissage s'amorce pour Clément. Elle doit se dérouler dans un monastère en Touraine. Malgré son admiration pour le Gothi, Clément hésite. David augmente la pression. « Arrête de réfléchir et obéis-moi ». Le jeune homme obtempère. Sur place, il retrouve son maître. Clément doit assister à tous les offices et se soumettre à des rituels. Il est épuisé. Sa mère est de plus en plus inquiète. Elle finit par venir le chercher manu militari. Mais ce sauvetage est un échec. David Nègre n'est jamais loin. Il rattrape Clément. C'est dommage qu'il ait arrêté cette formation. Il était si près du but. Tout ça, c'est à cause de sa mère. De quoi se mêle-t-elle ? Le maître lui suggère de se venger. Et dans un moment de folie, Clément se rend chez sa mère. Hors de lui, il casse le mobilier dans un déchaînement de violence. Clément et Léo feront connaissance peu de temps après cet événement. Comme Clément avant lui, Léo a arrêté ses études et s'est coupé des siens. Tous les deux sombrent un peu plus dans la spirale de l'emprise. Ils se plient au bon vouloir de se mettre à penser. Au cours de leur formation, les jeunes gens rencontrent d'autres adeptes. Tous prêchent la bonne parole du Gothi et doivent rédiger certains contenus de ces blogs. À ce titre, Clément est chargé de créer le site internet dédié à l'église de Wotan. David ne cache pas ses idées suprémacistes et xénophobes à ses élèves qui écoutent et qui adhèrent. S'y opposer pourrait mettre en péril leur formation. Ces adeptes sont tous jeunes et beaucoup vivent avec des traumatismes ancrés. C'est le cas de Charlotte. Clément a fait sa connaissance en 2015, hors de la communauté. Ils ont entamé une histoire. La jeune femme, gracile, à la longue chevelure blonde, a un passé lourd. Elle a grandi avec un père maltraitant et a subi un viol quand elle avait 15 ans. Depuis, elle ne cesse de reproduire le même schéma. Elle s'enferre dans des relations toxiques. La dernière en date, 10 ans de vie avec un compagnon qui l'a rabaissée et lui interdisait beaucoup de choses comme se maquiller par exemple. Charlotte a perdu le goût du dessin, sa passion. Mais avec Clément, l'existence promet plus de douceur. C'était sans compter sur David Nègre qui veut la rencontrer. Charlotte tombe à son tour sous le charme de cet homme. Le gourou exploite sa fragilité. À l'époque, la jeune femme entame sa reconstruction et se pose des questions sur sa filiation.
Elle se demande si son père est vraiment son géniteur. Et David la convainc du contraire. C'est à peu près au même moment que Léo se met en couple avec Sarah. Elle aussi a pris contact avec Sir Shmuel via l'un de ses blogs. Charlotte et Sarah tombent rapidement enceintes. Pour David, enfanter est primordial. Les femmes sont faites pour ça. C'est d'ailleurs l'un des 14 principes de l'église de Wotan. Honore ta compagne, engendre des enfants et qu'aucune querelle ne dure jusqu'à l'heure du coucher. Car la famille est ton but et ton accomplissement. Une source proche de l'enquête confiera au journal Le Parisien. David Nègre prêchait pour la polygamie, la supériorité de la race blanche et parlait du grand remplacement. Dès qu'on entrait dans la communauté, si on était seul, il fallait vite se mettre en couple avec un autre membre et avoir des enfants rapidement. Pour Charlotte, l'accouchement est traumatisant. La jeune femme frôle la mort. L'assistance médicale fait partie des interdits imposés par David. Il a réussi à la convaincre. La naissance du bébé doit se dérouler à domicile sans aucune aide. La pureté du moment et de l'enfant en dépend. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Charlotte perd beaucoup de sang. Affolé, Clément finit par appeler les pompiers. Quelques semaines plus tard, ils parviennent à s'affranchir du joug du Gothi. Clément et Charlotte sont bannis de l'église. Ils portent plainte. En 4 ans, Clément a dilapidé, écoutez bien pour la communauté, tout son prêt étudiant, soit 25 000 €. En 2017, le fantasme d'Aleister Crowley et de sa communauté en Sicile, rappelez-vous, rattrape le Gothi. Le groupe doit désormais vivre dans un seul et même lieu. David Nègre aimerait y ouvrir un restaurant et en confier la gérance à une prêtresse païenne. C'est là que sa femme Marie et ses enfants entrent dans l'histoire. Mais il y a un bémol à ce projet d'envergure, l'argent, car le seul à en avoir, c'est Léo. Après la mort de son grand-père, il a touché sa pension de réversion et son héritage, soit 129 000 €. Léo accepte de s'acquitter du loyer et des charges. Marie jette son dévolu alors sur le château de la Touche. L'épouse de David s'occupe du bail qu'elle signe sous un faux nom. Le groupe emménage ainsi au printemps 2017 dans le château. Le château de la Touche ne désemplit jamais. En plus des pensionnaires, des adeptes de la communauté sont souvent de passage. Ils viennent dîner ou dorment quelques nuits dans l'une des nombreuses chambres. Le lieu devient le point de rendez-vous des élèves de Sir Shmuel. Des amis de l'extérieur sont parfois tolérés pendant de courts séjours. David ne perd jamais une occasion de recruter. Celui-ci profite de cette proximité nouvelle pour resserrer son emprise. Il offre plusieurs visages, tantôt charmants, tantôt manipulateurs et malsains. Très vite, le quotidien de la petite communauté est rythmé par la consommation d'alcool et de cocaïne. David assure à ses élèves qu'ils peuvent avoir des effets positifs et seraient bénéfiques pour leur spiritualité. Lui-même boit beaucoup pour être stimulé intellectuellement. Le voisinage se lasse de ces fêtes incessantes. La gendarmerie de Chauvigny est régulièrement contactée pour tapage nocturne. Les riverains évoquent aussi des véhicules suspects qui s'engouffrent parfois dans la longue allée. Quand ils passent dans le coin, les gendarmes jettent un coup d'œil par-delà la grille. Mais ils ne voient rien de louche. Au château de la Touche, le gourou et ses adeptes mènent grand train. Les repas sont gargantuesques et onéreux. Encore une fois, c'est Léo qui s'acquitte des factures. Pour l'occasion, les hommes sont tenus de bien s'habiller. Costume 3 pièces, chapeau et canne à pommeau, rien n'est laissé au hasard. Les adeptes sont aussi soumis à l'aumône. Ils doivent reverser au Gothi 10% de leurs revenus. Ces sommes sont censées revenir aux plus nécessiteux. Peu après leur arrivée, une association appelée Olfing Central de France est créée. Son but, rassembler les pratiquants de la religion enseignés au château et éditer l'Eda. Abrutis par les excès et déboussolés par le comportement de David, les adeptes perdent pied. Certains soirs virent au cauchemar. Lors de rituels imposés dans le cadre de leur formation, les élèves subissent des sévices. Certains sont fouettés et scarifiés. Comme Clément auparavant, on impose à Léo des tatouages. Des symboles tirés du plus ancien système d'écriture des langues germaniques auxquels on prête des vertus magiques. De retour à Paris, Léo a dilapidé tout son héritage.
Il lui faut plusieurs mois avant de réitérer ses accusations. Entre-temps, à Chauvigny, les gendarmes ont prévenu la Miviludes, qui prend l'affaire très au sérieux. Dans son dernier rapport d'activité, publié en 2021, elle a recensé plus de 4000 saisines en matière de dérives sectaires. D'après son expertise, ces pratiques seraient en hausse et se diversifieraient. Un projet de loi d'ailleurs visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale en avril 2024. Retour à Savigny-le-Vesco. Le dossier arrive au commissariat de Vichy. La cellule de renseignement du groupement de gendarmerie de la Vienne est aussi sur le coup. À Paris, ce sont les policiers de l'OCRVP qui récupèrent l'affaire. Et plus précisément, la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires. Au sein de la KEMAD, 8 enquêteurs issus de la police et de la gendarmerie travaillent sur les dossiers liés à ces questions. En France, c'est le seul groupe spécialisé en la matière. L'enquête va durer 4 ans. C'est la moyenne pour ce genre de dossier. Le 5 avril 2022, David Nègre et sa femme sont arrêtés chez eux à La Prugne, dans l'Allier. Au cours de ces auditions, l'homme a réponse à tout et il nie en bloc. Voici ce qu'il affirme. Je ne suis qu'un enseignant appelé Gauthier, ce qui ne correspond pas à un pouvoir sur les autres. Celui qui est à l'origine de la communauté, c'est Léo. David, lui, n'a fait qu'enseigner au petit groupe. Il incarnait une forme d'autorité, mais seulement théorique. Chez les époux Nègre, les enquêteurs retrouvent quand même des grimoires et les vêtements que le Gauthier portait pendant les cérémonies. Leurs enfants, Thomas et Claire, sont aussi interpellés et placés en garde à vue. Ils ne seront pas poursuivis. L'enquête a mis au jour la grande détresse psychologique dans laquelle il se trouvait au château de la Touche. Soumis au bon vouloir de son père, Thomas avait couché sur le papier ses idées suicidaires. De son côté, le chef de cette communauté est mis en examen pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne en état de suggestion psychologique ou physique résultant de pression ou techniques de nature à altérer le jugement et pour provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants. 6 juillet 2023, David Nègre fait son entrée dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de QC dans l'Allier. Pour l'occasion, il s'est habillé en noir de la tête aux pieds. Depuis sa mise en examen, l'homme n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Il a donc été placé en détention. Tout semble glisser sur lui. La gravité des accusations dont il fait l'objet, l'état des 4 parties civiles et son propre sort. Léo, Sarah, Clément et Charlotte s'installent au premier rang. Ils ont tous fait le déplacement malgré les preuves qui s'annoncent. Pendant les 6 longues heures d'audience, l'accusé nie tous les faits. L'argent de Léo et Clément, on le lui a donné. L'alcool coulant à flot au château, j'ai juste toujours été partisan d'un mode de vie très rabelaisien, ironise le quinquagénaire. Ces accusations sont le fruit d'une vengeance, rien de plus, dit-il. Et à plusieurs reprises, il fixe les parties civiles et leurs avocats. Il soutient leur regard. L'expertise psychologique relève un esprit brillant, voire une intelligence supérieure à la moyenne. Un peu plus loin, le même rapport souligne une importante logorée, un narcissisme, de la mégalomanie, une forte assurance, une confiance en soi et une estime de soi inébranlable. À côté de lui, Marie, sa femme, fait moins bonne figure. Elle aussi est interrogée sur les cérémonies qui se seraient tenues au château de la Touche. Et elle consent avoir donné des coups de fouet et pratiqué des scarifications. L'enquête a révélé une relation d'emprise au sein du couple, uni depuis 30 ans. Marie était victime de violences psychologiques et subissait au quotidien des insultes et des humiliations de la part de son mari qui la privait de sommeil et l'incitait au suicide. Près d'un mois plus tard, David sera condamné à 3 ans de prison. Sa femme, elle, sera relaxée. Mais le gourou spirituel fait appel de la décision. Le 29 novembre 2023, la cour d'appel de Riom, dans le Puy-de-Dôme, prononce une peine plus lourde, 5 ans de prison. Mais David Nègre n'a pas dit son dernier mot. Depuis, il a décidé de se pourvoir en cassation.
Maître Valérie Blanchard, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Et nous aussi, on est ravis de vous accueillir dans ce studio de Bababam pour parler de cette affaire particulièrement difficile. Vous êtes avocate spécialisée dans les mouvements sectaires et à la tête du Centre de cartographie et d'études des croyances. Maître, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques 2 mots sur votre association ? Oui, alors effectivement, j'ai créé cette association il y a à peu près 7 ans. Pourquoi ? Parce que j'avais les dossiers judiciaires qui arrivaient au cabinet, donc ça fait plus de presque 20 ans maintenant que je gère ces dossiers. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque j'adressais mes demandes d'avis à la Miviludes, donc la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, eh bien, la Miviludes me répondait « Nous ne connaissons pas ce groupe, nous ne connaissons pas ce mouvement ». Donc, je me suis dit « C'est quand même incroyable qu'il y ait ce problème d'identification » et tout tourne autour de ce mot d'identification. Et j'ai commencé à regarder, évidemment, les rapports de 95-99. J'ai constaté que tous ces mouvements, évidemment, à la marge, il y en a qui ont disparu, étaient quand même là, toujours là, dans les départements, au cœur des villes, au cœur des campagnes. Donc, on n'est pas sur ce que j'appelle une deuxième planète. On est vraiment, parce que je l'entends dans la bouche de certains journalistes, on est vraiment sur une existence au plus près de tout un chacun. Mmh. Et je me suis dit, mais il faut vraiment identifier ce qui se passe, parce que finalement, qui sait ce qui se passe ? Et donc, il y a aujourd'hui des groupes spirituels qui font ce que j'appelle de l'accaparement de territoire, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des terres avec en priorité tout ce qui est forêt, bois, parce que nous sommes sur la connexion avec la nature. Et ces gens-là vont se regrouper en termes, ce que je dirais, de famille. Et ça, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si vous me le permettez. Et donc, je pense par exemple à la famille des chamans. J'ai un groupe élargi, comme on a une famille élargie, qui achète, qui prévoit même d'avoir ce qu'on appelle un centre de santé holistique. Donc, il faut savoir que quand vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, il n'y a personne qui rentre. Donc, on ne sait pas ce qui va s'y passer dans ces groupes. On a aussi, et ça, c'est une réalité, nous avons aussi des hordes de guérisseurs qui vont aussi acheter des biens immeubles, qui vont s'installer et qui disent même dans leur objet social d'association qu'ils vont être des centres de guérison. Et pas seulement des centres de guérison mystiques ou spirituels, mais ils vont tout guérir. Donc nous avons ce phénomène-là, puis nous avons aussi les fermes pédagogiques. Oui. Alors tout le monde connaît la ferme pédagogique, bien les sûr. Enfants, les vacances, les centres aérés. Alors, on a un chiffre aujourd'hui, Maître, sur le nombre de groupes comme ça sur le territoire. Oui, c'est une très bonne question, parce que on n'a déjà pas d'identification de ces gens-là, puisque j'ai lu dans la presse qu'on a qualifié ça d'état gazeux, ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça n'a absolument rien de gazeux, puisque moi je passe par les associations. Donc si on veut savoir ce qui se passe, eh bien on fait une lecture assidue du journal officiel association, et là vous avez le nombre, parce que là vous avez les créations d'associations, et vous savez effectivement ce qui se passe sur le territoire aujourd'hui. Donc le nombre, non. Par contre, l'identification... C'est une centaine, c'est des milliers, ah non, c'est quoi ? Des milliers. Ah d'accord. Ouais. Mais on des est plutôt milliers, sur des puisque, milliers. Si vous voulez, ça se présente comme ça. Vous avez un homme, une doctrine, une organisation spirituelle. Là, je pense pas, non, la scientologie. Ouais. C'est un homme qui a créé une doctrine, et ensuite, effectivement, nous avons maintenant une organisation internationale dont le siège était à Los Angeles, par exemple. Et puis, vous allez avoir des familles. C'est pour ça que j'utilisais le mot de famille. Et ces familles spirituelles, elles vont se regrouper par doctrine. Alors, vous allez avoir la famille de tout ce qui est christianisme ancien. Donc là, vous allez avoir des églises orthodoxes privées, vous allez avoir des propositions de produits spirituels en lien avec le christianisme ancien. Et puis, vous allez avoir en dessous des gens qui sont en reconversion professionnelle,
qui vont justement créer leurs produits spirituels pour essayer de vivre de cette activité spirituelle, parce que ce sont des professionnels de la spiritualité. Ils vont aller chercher dans des matériaux qui sont du 18e, 19e, 20e siècle, en particulier le premier quart du 20e siècle. Ils vont faire du concoctage, enfin, ils vont vraiment vous concocter un produit, vous inventer un produit. Pour vous donner une idée, puisqu'on parle de nombre, l'année dernière, j'ai relevé 250 personnes qui proposent des produits spirituels en lien avec la santé. Alors justement, j'ai une question à vous poser, qu'on doit vous poser très souvent d'ailleurs, maître. C'est est-ce que tout le monde peut tomber dans un groupement comme ça, sectaire, etc. Ou y a-t-il un profil particulier? Sur quoi le gourou ou la gourelle va-t-elle aller chercher, actionner, qu'est-ce qu'elle va actionner chez la personne pour que cette personne se sente reconnaissante vis-à-vis d'elle au point de vouloir la rejoindre. C'est quoi ce profil? Alors en fait, le profil, c'est la demande. C'est-à-dire que vous n'allez pas, faut raisonner en termes d'engagement, vous n'allez pas vous engager dans un groupe, un mouvement spirituel, si vous n'avez pas une demande. Et si en face, le groupe, en tous les cas, les personnes que vous allez avoir en face de vous, par un effet, j'appelle ça l'effet miroir, sur un plan psychiatrique, va vous faire un effet de correspondance entre votre demande et ce que peut lui proposer le mouvement. Mais tout commence avec la demande. Alors, je sais que c'est pas agréable à entendre, parce qu'on a dans l'imaginaire, dans la construction qu'on se fait, on se dit, mais on va aller, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, on va aller chercher. On ne va pas chercher. Ce sont les gens qui viennent. Par exemple, un gourou qui va faire un festival, il a 400 personnes devant lui. S'il peut en recruter 5 à la fin de son festival, il a gagné son festival. La dérive sectaire, c'est la rareté. On n'est pas là pour prendre 50% de la population. On est là pour... parce que c'est des gens qui sont... Voilà, donc il faut une demande. Si je n'ai pas de demande, et ça, il y a tout un portrait psychiatrique, je recommande, si je peux me permettre, un livre qui s'appelle « La fabrique de l'homme pervers » de Dominique Barbier, et qui explique très bien où se place et comment se construit la demande dans le relationnel que vous pouvez avoir avec les autres. Et si vous n'avez pas de demande, si vous avez ce qu'on appelle la bouche fermée, eh bien, vous n'irez pas dans ces mouvements-là. Donc, ça peut répondre à plusieurs objectifs pour vous. Un objectif d'élitisme, c'est-à-dire que... je suis l'élu. Voilà, et puis on me voit, on me respecte. Et puis, il y a aussi une problématique, à mon avis, sociale, qui n'a pas été étudiée par les sociologues, à savoir que ce sont quand même beaucoup les femmes. Ah oui. Donc, ouais, voilà, tout à fait. Ce sont des proies faciles pour les... Non, c'est parce qu'elles ont des demandes. Et elles ont des demandes parce qu'elles ne sont pas contentes de leur vie. Ah oui. Elles ont donné dans le mariage, elles ont donné avec les enfants, elles ont donné avec le travail. Elles sont fatiguées. Elles veulent changer de vie. Et en face, on vous propose la transformation. Donc, si je transforme votre vie, et si enfin, vous allez rencontrer un groupe qui va... Vous écouter et vous donner de l'importance. Et qui va vous nourrir d'amour. Parce que la grande règle, c'est l'amour. Le monde est sec, le monde est dur, le monde est violent. Mais nous, chez nous, tout est doux. Tout est amour, je vais t'aimer, que tu es belle, à ton mari ne te le dit pas, que tu es intelligente, voyez. Et puis si en plus on peut capter les enfants, alors là c'est très bien pour la continuité du mouvement. Alors on va parler de cette manière d'en sortir un peu plus tard. Mais avant de parler des victimes, j'aimerais aussi revenir au profil, le profil du gourou cette fois-ci. Qu'est-ce que lui ou elle vient chercher? Qu'est-ce que ça lui apporte? Et c'est quoi ce phénomène d'emprise? Comment le pratique-t-il? Est-ce que ce sont des gens supérieurement intelligents? C'est souvent ce qu'on entend. C'est quoi le profil du gourou? Non, le gourou, c'est quelqu'un qui a un problème narcissique. Et on a très souvent, lorsqu'on est en audience et qu'on a la lecture du rapport psychiatrique, on a très souvent un narcissisme surdéveloppé, mais ça peut être aussi, ça peut se cumuler aussi avec d'autres traits psychiatriques, c'est-à-dire des gens qui s'imaginent que le monde entier est contre eux, qui sont complètement parano, mais ce sont des gens qui aiment avoir le contrôle, parce que la dérive sectaire, c'est le contrôle et le préjudice.
Donc, ils veulent avoir le contrôle sur l'autre, ils veulent avoir le pouvoir sur l'autre, ils veulent pouvoir assouvir, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va parler de cette affaire, leurs bas instincts, leur sexualité peut-être débordante, et puis par-dessus, ça passe un peu comme un gâteau, par-dessus vous allez avoir une crème, et la crème, c'est sa spiritualité. Et donc il va habiller tout ça avec un produit spirituel, une spiritualité qu'il a à présenter, et il va dire à ses victimes, viens avec moi, nous allons être en partage de spiritualité. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au bout de la route, il y aura du préjudice. Donc, s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de secte. Le curseur, c'est vraiment le préjudice. D'accord. Donc, si vous êtes dans un groupe spirituel où on n'a pas de demande excessive d'argent, où on n'est pas en train de contrôler votre vie, où on n'est pas en train de s'immiscer, moi j'appelle ça le cœur de l'intimité. Si votre cœur d'intimité n'est pas touché, si vous êtes encore dans votre liberté de choix, pas de préjudice. Par contre, s'il y a un préjudice, s'il y a, comme on a dans ce dossier-là de Monsieur David Nègre, si on a des agressions sexuelles, si on a finalement ce qu'on appelle une secte sexuelle, c'est comme ça que ça s'appelle, une secte sexuelle, eh bien là on a des préjudices et là on a une dérive sectaire. Alors justement, ce David, on va en parler. Il a un profil quand même très particulier, il a des tendances particulièrement racistes, antisémites, nazis, et puis il est dans des dérives totalement, au niveau sexuel, il est dans des dérives totales. Vous l'avez rencontré, cet homme? Alors moi, je ne connais pas ce dossier, ce sont mes confrères qui sont en charge du dossier, qui connaissent évidemment très bien le dossier. Donc les sectes sexuelles, c'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, ce qui fait la particularité, à mon sens, de ce dossier, c'est que c'est une secte sexuelle avec une doctrine extrême, néo-nazie. Alors justement, vous l'avez dit au début de cette interview, comment on s'en sort de ces sectes? Comment ces femmes s'en sortent, puisque vous parlez beaucoup des femmes, et de manière générale, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclic ou quelque chose qui va faire que la personne va prendre conscience qu'elle était sous emprise? Alors, ce que moi je peux vous dire, c'est la réalité des dossiers judiciaires. Par exemple, vous êtes effectivement en admiration, sous emprise de spirituel, et vous vous faites une haute idée, évidemment, des personnes qui sont là, qui vous forment à leur spiritualité, qui vous transfèrent leur savoir, leurs dons, parce qu'il est souvent question de transférer des dons divins. Et puis un jour, vous voyez votre gourou dans une situation où finalement il est vulnérable. Et là, vous vous dites, je ne pensais pas qu'il était comme ça. Et là, effectivement, il peut y avoir un déclic. Deuxième cas de figure, vous êtes dans un groupe spirituel, vous avez un enfant, des enfants, donc évidemment tout le monde subit la pression, les exigences, voilà, et puis les agressions sexuelles du gourou. Et là, vous, bonne mère de famille, vous voyez votre fille entreprise par le gourou, et vous vous dites, ce qu'il m'a fait à moi, je ne veux pas qu'il le fasse à ma fille, donc je sors. Donc ça va être... Donc ça peut être la maternité, l'arrivée de la maternité. C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas pour soi, on le fera pour nos enfants. Voilà. Et puis il y a toutes ces victimes collatérales. Merci d'en parler. Que vous avez, les familles autour qui sont démunies face à leurs proches qui se retrouvent dans des sectes. Vous l'avez dans votre clientèle, j'imagine. Comment elles vivent ces personnes? Nous avons une grosse problématique, mais nous venons d'avoir un projet de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale. Nous avons le Conseil constitutionnel qui est saisi et la place des victimes collatérales, comme on dit, mais qui en fait c'est la famille, eh bien il n'y a pas de place pour les victimes. Donc encore une fois, on a raté le coche. On ne veut pas ouvrir la porte du pénal aux victimes collatérales. Parce que si on ouvre cette porte-là, alors il y a un peu de jurisprudence quand même, mais si on n'ouvre pas cette porte-là, bien ce sont des milliers de dossiers qui ne viennent pas devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système de cocotte-minute. Nous avons des tas de familles qui sont loin
du gourou, donc qui n'ont pas, et moi je dis toujours, qui n'ont pas été touchées avec le doigt brûlant du gourou. Donc elles n'ont pas été en contact, donc on ne peut pas les raccrocher au texte sur l'abus de faiblesse, parce qu'elles n'ont pas un intérêt personnel et direct. Le texte, c'est ça dans le Code de procédure pénale. Vous devez avoir un intérêt personnel, c'est-à-dire que vous devez être une victime directe. Donc on a des tas de situations où, dans mes dossiers, c'est le mari, c'est le concubin qui vient, parce que madame, elle est partie sur son chemin spirituel, elle est partie, elle est en voyage spirituel, et elle embarque toute sa famille avec, mais enfin bon, ça, elle s'en fiche, elle est dans sa démarche, et donc ce sont ces victimes-là, donc collatérales, mais ça peut aussi être une mère de famille qui voit sa fille partir, et puis qui emmène avec elle son petit-fils. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc, on a un arrêt qui commence quand même à devenir un peu ancien, qui a reconnu, mais ce n'est que de la jurisprudence, c'est-à-dire que c'est la position d'un tribunal, qui a reconnu la qualité de victime indirecte ayant un préjudice personnel. Vous imaginez la construction intellectuelle. Donc, comme ça, on a pu rentrer. Alors, moi, j'ai l'image, je vous la livre, j'ai l'image toujours d'une chaussure où il faut rentrer dans la chaussure, vous savez, avec un espèce d'aide-talon pour que ça... Mais en fait, toute la difficulté aujourd'hui avec le texte, je ne parle pas du projet de loi, mais je parle de l'abus de faiblesse, c'est que nous sommes avec une caractérisation de l'infraction, nous sommes en droit pénal, donc nous sommes dans un droit strict, et il faut rentrer dans ce texte. Alors justement, j'ai une dernière question à vous poser qui est très importante. Si des gens nous écoutent, regardent cette émission ou écoutent ce podcast, une question. Ils ont au sein de leur famille ou un proche ou un ami où ils ont le sentiment qu'il s'est égaré dans une secte, un groupe sectaire, etc. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Que doivent-ils faire ? Est-ce qu'il faut contacter la Miviludes ? Est-ce qu'il faut contacter une avocate comme vous ? Est-ce que le temps va être long ? Quels conseils vous leur donnez ? Premier conseil, et ça date d'hier, donc vous voyez que c'est tout frais, une dame qui a fait une vidéo sur YouTube et qui a mis ça sur la place publique. Moi, j'appelle ça faire du tam-tam, ce qui est complètement contre-productif. Alors, ne faites pas de vidéo, ne mettez pas ça sur YouTube. D'accord. Parce que, vous êtes sur l'atteinte à la vie privée de votre enfant, par exemple. Donc là, en l'occurrence, elle s'inquiète, j'imagine, de son enfant. Elle crie. Okay. Attendez, les gens qui sont victimes, ils sont dans une telle violence de situation. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus. Il faut déposer il faut arrêter la prescription. Il faut aller au commissariat. Le commissariat, alors si vous avez de la chance, vous aurez en face de vous quelqu'un qui est formé et qui fera la prise en charge. Donc en fait, le plus important, c'est de garder, vous l'avez dit, le lien avec son proche qui est en train de partir dans un mouvement sectaire. Dans le soin des autres. Or, on n'est pas du tout, à mon sens, dans cette culture de prendre soin de l'autre. On est dans une culture très égoïste, où on va prendre soin d'abord de soi, avant de prendre soin des autres. D'où ces sectes qui rentrent. Hop. Et voilà, et qui vont répondre à un besoin, à un accueil. Il faut considérer ça comme de la nourriture. Le groupe, il va vous nourrir. Bien sûr. Là où vous avez perdu quelque chose, où vous avez un espèce de vide qui s'est créé. C'est ça. S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de secte. Bien sûr. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de secte. S'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de secte. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Je vous remercie, Maître Valérie Blanchard. C'est moi de m'avoir donné cette opportunité. Et j'espère que si les gens, en tout cas, ont retenu des choses de cette interview, qu'ils n'hésitent pas malgré tout à vous contacter. Alors, ils peuvent me contacter surtout sur Twitter, puisque l'association Centre de cartographie et d'études des croyances a un compte Twitter. Et là, en MP, mais c'est message privé pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez me contacter. Mais il y a beaucoup... je ne travaille pas seule. Dans le cadre de cette activité associative qui fait donc de cette prospective, il y a d'autres personnes qui sont sur Twitter à qui vous pouvez confier, prendre contact. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison consacrée à cette affaire du gourou de l'Allier. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés et de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Cette saison a été écrite par Manon Gauthier-Faure et réalisée par Joey Daou.